Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sandrine Rousseau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, présidente du conseil politique de Yannick Jadot. Un petit mot quand même de cette primaire populaire. On va pas rester longtemps, mais il faut quand même en parler. Sans surprise, c'est donc Christiane Taubira qui a remporté donc, cette primaire populaire. La gauche a donc un candidat de plus, alors qu'aucun candidat ne dépasse 10%. Ça appelle un commentaire quand même. Dans les sondages, évidemment. Ça dit juste que ce qu'a fait Christiane Taubira dans le cadre de la primaire populaire, ça complique plus les choses que ça ne les simplifie. Et elle avait commencé en disant qu'elle n'était pas une candidate supplémentaire. Puis en fait, elle est une candidate supplémentaire. Et la question, c'est comment on répond à l'attente des Français et Françaises. Parce qu'en fait, le sujet, c'est pas tant qui est sur la ligne de départ aujourd'hui, c'est comment on fait pour prendre le virage qui est nécessaire dans les 5 prochaines années sur le climat, comment on fait pour résoudre la crise climatique. Et aujourd'hui, vu la multiplicité des candidatures, il n'y a qu'une réponse, dire allez-y, venez, faites l'écologie. Vous n'êtes pas content, je ne suis pas contente, bon voilà, mais au moins on fait l'écologie. Comme ça, on est sûr qu'un virage est pris. Est-ce que l'union à gauche est désormais impossible ? Bien sûr. Parce que... Mais bien sûr, mais il n'y a pas de doute. Ouais. Bien sûr qu'elle est impossible. Et elle est rendue impossible parce que chacun maintenant a sa légitimité là. C'est-à-dire que Christiane Taubira a sa légitimité de la primaire, Yannick Jadot a sa légitimité de la primaire, Jean-Luc Mélenchon a sa légitimité de sa désignation, Anne Hidalgo pareil. Donc voilà. Tout ça est mortifère pour la gauche ? Tout ça montre que nous n'avons pas la priorité qui devrait être la nôtre, qui est de changer la vie des gens. Bon, changer la vie des gens, c'est peut-être l'objectif de Yannick Jadot, qui était ce week-end, samedi, c'était à Lyon, pour dévoiler une partie de son programme présidentiel. Est-ce que pour vous, c'est de nature à redonner du tonus, de l'élan à une campagne qui, depuis 15 jours seulement, en tout cas semble piétiner un petit peu avec des sondages qui sont autour de 5%. C'est une façon de remettre un petit coup de jus ? J'ai trouvé que la présentation du programme à Lyon était quand même très différente de ce qu'on avait eu l'habitude d'entendre de la part de Yannick Jadot jusqu'à présent. C'était une présentation beaucoup plus franche, ferme, qui portait des mesures de rupture. Donc c'est intéressant et je trouve que finalement c'est maintenant que cette bifurcation se fait entre une forme de social-démocratie et d'une gauche un peu connue et reconnue et dont on sait aussi qu'elle a trahi les objectifs qu'elle s'était elle-même fixés et puis cette volonté politique d'aller jusqu'au bout de la transformation écologique et sociale. Et là pour le coup Yannick Jadot a fait une belle prestation à Lyon et j'espère que ça va continuer. Oui. Ouais, il y a quelques mesures, parce que j'étais surpris sur les successions de l'entendre proposer, d'ailleurs comme Valérie Pécresse à droite, des abattements jusqu'à potentiellement 200 000 euros. Et là je me suis dit, évidemment c'est populaire comme mesure, 80% des Français sont favorables à une baisse de la taxation de cet impôt sur la mort, mais ce n'est pas de nature à réduire les inégalités patrimoniales, en augmentant, en doublant les abattements. Alors déjà, la manière dont Yannick Jadot les présente, c'est de partir des personnes qui reçoivent et pas des personnes qui donnent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reçoit et en fonction de ce que l'on recevra dans notre vie en matière de patrimoine, voilà. Donc ce qui est quand même très différent de juste une donation à un moment T. Et sur la donation, à un moment T, là c'est un plafond de 100 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Moi là-dessus, je pense que déjà donner 100 000 euros de son vivant à un de ses enfants, c'est qu'on a les moyens de le faire et que donc on pourrait payer un peu de succession dessus. Mais de fait, c'est la proposition qui a été choisie. C'est en dessous de ce que les autres candidats proposent. Et oui, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'essentiel des inégalités en France, ce sont les inégalités de patrimoine. Oui. Vraiment, on est dans un rapport de 1 à 600. De 1 à 600 entre les 10% les plus pauvres et les 1% les plus riches. Et par rapport aux autres pays, on se classe comment d'ailleurs ? Mais on se classe beaucoup plus haut parce qu'on a un marché de l'immobilier qui est très élevé. Donc par exemple, par rapport à l'Allemagne ou même par rapport à l'Angleterre, on a des inégalités de patrimoine qui sont plus importantes. Et la disparition de l'ISF a augmenté ces inégalités de patrimoine. Un petit mot sinon sur les relocalisations. J'entendais Yannick Jadot dire vouloir relocaliser la production de véhicules, de voitures électriques en France. Mais j'ai envie de lui dire et de vous dire aussi, vous savez que Renault le fait déjà, il me l'a dit en direct, le patron d'ailleurs ici, sur cette antenne. Oui, il l'a annoncé cette semaine. Alors c'est tout nouveau, ça vient non, d'être... il n'y a pas plus longtemps que ça, il avait dit qu'il allait... moi je l'ai entendu cette semaine. Donc très bien, on relocalise. Ouais. Après, il va falloir aussi assurer notre indépendance dans la production de ces voitures électriques. Et c'est un gros sujet parce que sur les batteries, il y
y a des métaux rares qui sont aujourd'hui monopolisés par la Chine. On sait que c'est un problème économique Et pas seulement majeur. par la Chine, pas seulement. Bah quand même majoritairement par la Il y a Chine, du qui en a cobalt, fait... Il y a du cobalt en République démocratique du Congo. Il y a Oui, mais beaucoup- possédé par la Chine. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine a acheté les ressources de ces terres rares pour pouvoir en avoir la maîtrise. C'est un problème diplomatique aujourd'hui, hein, la mainmise de la Chine sur ces terres rares. Et donc, la question, si on veut, nous, devenir indépendants de ces terres rares, Ah, il comment va on nous fait falloir On rouvre développer... des mines de terres rares en France? Alors, on en a en France, mais qui sont plus chères que celles qui sont à l'extérieur. Mais surtout, on a des filières de recyclage qu'il va falloir absolument développer. On ne pourra plus acheter de voitures à essence en France à partir de 2030 si Yannick Jadot est élu. C'est plutôt que ce que souhaite la Commission européenne qui est pour le coup sur 2035. Oui, enfin moi, 5 ans près, mais déjà 2030. Et ce qu'il y a de bien dans cette mesure et ce qui manque dans le mandat Macron que l'on connaît aujourd'hui, c'est la visibilité de ce que l'on va faire, la prévisibilité. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, en 2022, on arrêtera les voitures thermiques en 2030. Ça veut dire que ça laisse et aux constructeurs et aux consommateurs la possibilité de s'adapter. Et c'est ce qu'il nous manque en matière de politique économique, écologique. On n'a pas de visibilité de ce qui va se passer dans les 5 ans, dans les 10 ans. Or, l'économie, c'est avant tout des arbitrages, c'est avant tout des décisions dans une information que l'on espère la plus pure et parfaite possible. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'information parfaite de ce qui va se passer dans les 5, 10 et 20 prochaines années. Des mesures comme ça permet de l'avoir, ça permet de prendre les bonnes décisions. Si ça va trop vite, après, il y a un risque de casse sociale. Il y a un risque social, ce sont les mots employés par Carlos Tavares, le patron de PSA, en disant le 100% électrique, si ça va trop vite, avec une étude PwC à la clé qui montre que la fin des voitures thermiques en Europe, c'est 500 000 suppressions d'emplois. La filière électrique va en créer la moitié, mais le compte n'y est pas. Oui, c'est pour ça qu'il y a des sécurisations de filières, il y a des processus pour faire en sorte qu'il y ait des reconversions et qu'on accompagne les salariés pour qu'il n'y ait pas de perte d'emploi ni de perte de salaire. Mais le réchauffement climatique est une perturbation sociale majeure. Majeure. C'est-à-dire que là, toutes les personnes qui sont les plus vulnérables de la société n'ont aucun moyen aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique. Donc je veux dire, on choisit quoi en fait ? Là, si on dit qu'on sort de la voiture thermique en 2030, on peut, nous, avec la puissance publique, avec les finances publiques, accompagner cette sortie de la voiture. Le réchauffement climatique, on ne sait pas où tomberont les inondations, où seront les pertes de rendement agricole, etc. Donc là, on est dans quelque chose que l'on peut prévoir et anticiper, même si ce sera difficile, alors qu'avec le réchauffement climatique, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc entre les deux, je préfère la fermeté aujourd'hui. Yannick Jadot qui disait samedi, dans quelques mois, ce sera chaud pour Total. Il voulait dire quoi, concrètement ? Que Total, notamment, fait des profits assez conséquents liés à l'augmentation des carburants actuellement et à l'augmentation du prix de l'essence. Hors de France, la plupart des profits, comme toutes les boîtes du CAC 40, sont réalisés hors de France. Oui, bah oui. Sur des activités qui sont à l'étranger. Oui, mais ça fait partie de ces entreprises qu'il nous faudra transformer en profondeur, si ce n'est... C'est-à-dire, par exemple faire en sorte qu'elles n'émettent plus de carbone. C'est-à-dire évidemment que Total vit de la consommation de carbone aujourd'hui. C'est sa principale ressource. En tout cas, annonce opérer une transition énergétique. Très doucement, trop doucement. Il nous disait 3 à 4 milliards d'euros par an d'investissement dans le green. C'est pas assez ? Mais non, c'est évidemment pas assez. Ça n'est évidemment pas assez et ça n'est évidemment pas suffisamment coordonné avec les efforts du reste de la France pour devenir complètement indépendant des énergies fossiles. Et donc c'est cela qu'il nous faut travailler, et avec Total et avec les autres entreprises, comment on devient indépendant des énergies. Mais en tant qu'entreprise privée, vous faites quoi pour demander à Total d'accélérer son virage vert ? On fait en sorte qu'il y ait des outils qui sont les principaux outils économiques, c'est-à-dire la taxation et l'imposition. Mais je pense que pour une entreprise comme Total, qui bénéficie quand même de manière directe ou indirecte des niches fiscales sur le kérosène, sur le pétrole, eh bien, il faut déjà arrêter ces niches fiscales et en plus aller derrière vers une taxation du carbone qui permette de faire les bons choix économiques. Samedi, à Lyon, Yannick Jadot critiquait la doxa libérale de l'austérité. Il parlait, j'imagine, de la France. Est-ce qu'il y a vraiment pour vous de l'austérité dans un pays qui a vu sa dette publique prendre 20 points en 2 ans et qui a les dépenses publiques rapportées au PIB, vous le savez, les plus élevées du monde? On peut parler vraiment de doxa, d'austérité libérale de l'austérité dans un pays qui... La doxa de l'austérité, ça revient à dire qu'après justement cette augmentation de l'endettement, on va resserrer les vis pour rediminuer l'endettement. Donc on faire attention aux deniers publics, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui.
Non, moi Le risque, c'est qu'on serre trop fort, c'est ça? Oui, bien sûr. Le risque, c'est qu'on resserre alors qu'on est encore en crise et qu'on a absolument besoin d'investissements dans la transition 7% de énergétique. en France en 2021. Oui, mais enfin, on a fait moins 8 l'année dernière. Donc, je veux dire, en fait, sur les 2 années, on est à moins 1. Mais surtout, là-dessus, sur la dette et sur le fait d'aller en austérité, de retourner en austérité. Aucun candidat ne propose de l'austérité, ça vous l'avez noté dans le cadre de la campagne. Non, mais vous disiez tout à l'heure qu'on on était le pays avec les points de PIB le plus important consacré à notre modèle social. Oui. Mais on a aussi l'école gratuite, on a aussi l'université gratuite, on a la santé gratuite. C'est ça aussi, c'est ça qui fait notre... Mais il n'y a pas d'austérité en France aujourd'hui. Il y a le risque il y a une austérité demain. quand on réduit le nombre d'hôpitaux le nombre de lits dans les hôpitaux. Il y a de l'austérité quand on fait des économies sur le chômage, sur les assurances chômage. Il y a de l'austérité quand on imagine que c'est en diminuant le nombre de postes de profs à la fac, par exemple, qu'on va faire en sorte que ça aille mieux. Enfin, je veux dire, l'austérité, c'est aussi de diminuer ces dépenses sociales qui sont incompressibles. Quand on fait une réforme de l'assurance chômage ou des APL, on dit qu'on fait ça pour des économies. Ça permet d'économiser 1,5 milliard. C'est rien. C'est-à-dire que là, on met plusieurs millions de personnes en difficulté pour ça. C'est ça l'austérité. En fait, la question, c'est quel est le bénéfice et quel est le coût. Et là, en l'occurrence, on choisit toujours les coûts les plus importants. Au-delà de quelques points, vous avez raison de les souligner, au global, la dépense publique a progressé comme jamais. On fait partie des pays où la dépense publique est importante, oui. Mais c'est aussi comme jamais aussi. Et c'est normal, oui, c'était la crise. Pendant la crise du Covid, normal, mais bien sûr. C'était normal. Oui, mais enfin, on n'a pas fait plus que les autres pays là-dessus. On n'a pas été particulièrement plus sociaux que d'autres. C'est vrai que le concept du quoi qu'il en coûte n'existe dans aucun pays. Oui, mais dans les faits, les pourcentages de PIB sont équivalents aux autres pays européens. Pas aux États-Unis, mais bizarrement, curieusement, les États-Unis ont fait beaucoup plus que nous rapportés au PIB. Exactement. Les Américains. Exactement, les Américains. Bon, après, ils n'ont pas le modèle social. Joe Biden. Ils n'ont pas le modèle social qu'on a nous aussi. Non, mais Joe Biden, il est en train de faire un véritable virage sur la politique sociale aux États-Unis, et c'est bien. On a le gouverneur de la Banque de France qu'il faut écouter, évidemment. C'est intéressant ce qu'il nous dit. Il dit que la France n'a pas les moyens ni de dépenses nouvelles, ni de baisse d'impôts supplémentaires. Nous ne pouvons pas davantage dégrader nos finances publiques, a-t-il déclaré. D'où ma question par rapport à toutes les mesures, encore une fois, qui sont dans le programme, on va y revenir, nationalisation d'EDF, revenu citoyen de 920 € pour les plus de 18 ans, 700 000 logements sociaux, 200 000 fonctionnaires recrutés, 10 milliards d'euros par an dans la rénovation énergétique, chèque énergie de 400 € par an. Est-ce que quel est le montant de toutes ces dépenses? Lui qui dit on n'a pas les moyens de faire plus de dépenses et baisser les impôts. Toutes les dépenses que l'on présente dans le projet sont financées par une réforme de l'impôt et par une réduction des niches fiscales. Et en fait, aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent dans des choses qui sont absolument inutiles. Je parlais de la niche fiscale tout à l'heure du kérosène, mais ce n'est pas la seule. Et elle pèse combien cette niche fiscale ? Alors, les niches fiscales sur le carbone, d'une manière générale, c'est 18 milliards d'euros. Et si on va plus largement, c'est-à-dire sur les bâtiments, etc., on atteint 30 milliards d'euros. Donc, je veux dire, on a déjà une petite ressource là-dessus. Et puis, on a donc toutes ces dépenses sont financées par des hausses d'impôts. C'est ça, finalement, comme vous dites. Des hausses d'impôts sur les plus riches. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, et c'est le rapport d'Oxfam, les 5 personnes les plus riches de France ont vu leur richesse doubler depuis le début de la pandémie. Ils pèsent aujourd'hui tout le poids financier de 40% de notre population, mais on est dans un monde de fous là. Quel est le montant de l'ensemble de vos dépenses ? Je ne vais pas calculer l'ensemble des dépenses, mais ça... Même au doigt mouillé, par rapport à toutes celles que j'ai données là, qui sont a priori les plus... Ah non, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tous les cas, le revenu minimum, c'est le revenu de socle citoyen, c'est 20 milliards d'euros de coûts supplémentaires. Et pour le reste, honnêtement, j'ai pas fait le... Vous allez faire chiffrer Oui, mais tout a été financé. Toutes les mesures sont financées. Donc là-dessus, il n'y a même pas de sujet. Mais pas que ça, Parce que c'est comme à l'extrême droite, quand on entend la fraude sociale, etc. C'est bien que s'il y avait 50 milliards ou 80 milliards à trouver en fraude sociale, ça se saurait, et je pense qu'on les aurait déjà pour partie. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, Est-ce qu'on peut augmenter les impôts sur les plus riches pour trouver 100, 120, 200 milliards, je ne sais pas, parce que je pensais que vous aviez le chiffre sur les dépenses. Non, mais ce n'est pas 120 milliards qu'il nous faut trouver, c'est 50 milliards. 50 milliards, ça se trouve. D'ailleurs, on l'a trouvé pendant la crise du Covid. Parce que la BCE nous l'a financé. Mais oui, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont nuls sur la dette. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont nuls ou quasiment nuls. Quel est notre intérêt de réduire nos dépenses ?
On n'a pas d'intérêt à faire ça. Personne d'ailleurs Aujourd'hui, dans la les campagne plus ne parle grandes de réduire les dépenses. Personne n'en parle. Aujourd'hui, les plus grandes fortunes ont vu leur fortune doubler. Aujourd'hui, les taux d'épargne des 10% les plus riches ont explosé. Enfin, je veux dire, on n'a pas... Il faut remettre cet argent dans les dispositifs sociaux et dans la solidarité. Il n'y a pas de raison que la crise ait enrichi une partie alors qu'elle a mis en précarité énormément de personnes et qu'on ne fasse pas ces transferts indispensables. Sandrine Rousseau, concrètement, alors ces hausses d'impôts, elles prennent quelle forme? Il y a cette ISF climatique, on va en parler juste après avec l'OFCE, mais juste c'est la plus grosse mesure, cette ISF climatique, sur les patrimoines au global immobilier financier supérieur à 2 millions d'euros. C'est la plus grosse mesure. Il y a d'autres mesures de hausse d'impôts pour financer... Non, il y a aussi une progressivité plus grande de l'impôt sur le revenu avec la création de nouvelles tranches. Ouais. Et puis, on ne fera pas 50 milliards avec ça, puisque l'impôt sur le revenu, c'est déjà 50 milliards, donc, ou 60 milliards. Non, mais il y a déjà ça. Il y a cet impôt sur la fortune climatique. Et puis, il y a d'une manière générale une taxation sur le capital qu'il nous faut revoir de fond en comble, puisque aujourd'hui, vous savez qu'on est au forfait là-dessus. Et que c'est la flat tax du président. C'est la flat tax qui est une taxe forfaitaire. Et donc, il nous faut travailler sur qui une nous a ramené taxation... vers la moyenne européenne de taxation du capital. Oui, mais il nous faut aller vers une taxation progressive du capital, exactement comme une taxation progressive du travail. Aujourd'hui, le travail... Mais aujourd'hui, le travail est plus taxé que le capital. Et donc, sur cette ISF climatique, que je comprenne bien, c'est intéressant parce que c'est une façon de pousser les plus aisés à verdir leur patrimoine. Et là, j'ai envie de dire, pourquoi pas tous les Français? Pourquoi seulement les plus aisés? Pourquoi pas pousser tous les Français à le faire? C'est surtout les Français parce que, par exemple, cette ISF climatique, il est au-delà de 2 millions d'euros. C'est surtout les Français parce que, par exemple, le LDDS, le livret développement durable, qui aujourd'hui ne consacre que 5% de l'argent qui est mis sur ces livrets à la transition écologique, sera obligé d'utiliser l'intégralité de la somme vers la transition écologique. Mais simplement, là, quand on met de l'argent sur un LDDS, ce sont en général des petites sommes, ce sont des ménages plutôt modestes qui mettent là-dessus. Donc, eux aussi verront leur épargne orientée vers la transition écologique. Ouais. Mais là, vous parlez d'un placement, je vous parle d'un impôt. Parce que cette ISF climatique, c'est un impôt. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'épargne sera de toute façon orientée vers la transition, fléchée sur la transition écologique. L'impôt sur la fortune c'est un bonus-malus, c'est un bonus-malus sur l'immobilier et le patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, notre épargne... J'aimerais mieux comprendre le fonctionnement, en fait. Aujourd'hui, notre épargne fait partie de cet argent dont on ne mesure pas l'impact écologique. Or, l'investissement que font les banques sur l'argent qui est placé sont des investissements qui, pour une part conséquente, sont dans l'industrie noire, dans l'industrie du carbone et donc dans ce qui nous envoie dans le mur. Donc l'idée de mettre en place un bonus-malus, c'est de regarder un peu le portefeuille de votre épargne, de savoir sur quoi votre argent est placé et en fonction de la qualité environnementale et des émissions de carbone que cet argent génère, eh bien vous aurez soit un bonus, soit un malus, exactement comme on l'a fait sur les voitures à une époque pour diminuer la taille moyenne des voitures. Pour l'exemple, si on a du Total en portefeuille, là c'est le malus. Ah bah là c'est un malus, oui. Oui, mais le gros, ok. Mais concrètement, comment des placements polluants seront encore une fois surtaxés? Comment est-ce qu'on arrive, on dit vous, monsieur Smith, ou vous, madame Rousseau, alors pas vous peut-être pas, mais voilà, on va regarder votre patrimoine, à la fois immobilier, d'ailleurs même pour l'immobilier, comment est-ce qu'on fait? On regarde ça, il y a des mesures il y a des diagnostics énergétiques qui nous permettent de le faire. Mais sur les placements, on va regarder tous vos placements, tiens, au global, ça émettant de CO2, c'est pas encore une... Parce qu'Anne Hidalgo, elle a une mesure qui est à peu près similaire, elle disait qu'elle ne voulait pas d'un ISF climatique qui serait compliqué, elle parlait de la faisabilité économique aussi. Pour certains économistes, c'est un peu l'usine à gaz, ce truc. C'est facile de prendre le placement de tous les Français qui ont plus de 2 millions d'euros et de dire, voilà, alors comment ça a marché? Ça met tant de CO2, au-delà de temps, il y a un malus, juste pour comprendre. Non, mais pour ça, il faut que vous me laissiez répondre sur les entreprises. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une comptabilité normalisée des émissions de carbone. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça de manière universelle, reconnue universellement dans tous les pays du monde comme étant une comptabilité carbone. Donc ça, c'est la première étape. Il nous faut cette comptabilité. Une fois que vous avez cette comptabilité, si vous avez des actions
actions Total ou si vous avez des actions chez Enercop ou si vous avez des actions ailleurs, d'ailleurs Enercop n'a pas d'actions, mais puisque c'est une coopérative, mais si vous avez des actions dans des entreprises vertueuses, eh bien en fait il suffira de regarder le score, le carbon score de chaque entreprise et de mettre le bonus-malus en fonction de ça, c'est assez simple. Cet outil on n'a pas encore, on l'aura un jour. Il est quand même déjà en cours, puisque dans les entreprises qui sont cotées en bourse, il y a quand même un prémisse d'une comptabilité qui commence à se normaliser. Donc on est à 2 doigts de l'avoir, il suffit de l'imposer en fait. Ouais. Cette ISF climatique, selon Anne Hidalgo, c'est 4 milliards d'euros, 8 milliards selon Mélenchon. Et je crois que pour Yannick Jadot, j'ai entendu le chiffre de 15 milliards, je ne suis pas sûr, je voulais savoir... Oui, parce que les taux sont plus importants chez nous. Oui. Ils sont de combien ? Le bonus et le malus est plus important que le bonus. Donc en fait, ça permet de vraiment réorienter de manière massive les investissements vers ce qui génère des bonus. Et le jour où les plus aisés auront totalement verdi leur placement, cette ISF climatique ne rapportera plus rien. Donc est-ce que c'est tant mieux. Et oui, mais donc c'est pas une ressource pérenne. Et tant mieux parce qu'on aura modifié les comportements. C'est ça que vous voulez faire. C'est ça le truc de fond. Non, mais ça c'est l'argument qu'on renvoie tous les économistes, notamment libéraux et orthodoxes, là-dessus, en disant mais oui, mais des impôts sur la pollution. Le problème, c'est que le jour où la pollution n'existe plus, il n'y a plus d'impôts. Le combat est très gagné, bien. C'est ça. Dans ces cas-là, je vous propose qu'on se retrouve ici puis qu'on trouve d'autres solutions. Mais au moins, ça aura servi à diminuer la pollution. Ouais. Bruno Le Maire, il dit en parlant de l'ISF et l'ISF climatique en général, il dit bon, l'ISF, on a fait ça pendant des années en France, ça n'a pas marché, ça n'a pas enrichi la France. Vous répondez quoi au ministre de l'économie ? Que l'ISF, il y avait énormément d'exonérations. Il y avait énormément d'exonérations sur l'ISF, notamment sur les œuvres d'art, notamment sur les résidences principales. Donc en fait, c'était un impôt qui était à la marge sur le patrimoine et qui n'était pas au cœur du patrimoine. Donc oui, la manière dont c'était conçu ne permettait pas de collecter suffisamment d'argent, mais c'était conçu précisément pour ne pas en collecter suffisamment. Donc, Bon. La campagne présidentielle, elle démarre vraiment ou pas là ? Les remontées du terrain, et les Français, ils sont ou pas dans cette campagne par rapport aux différents meetings que vous faites, ou est-ce que ils n'y sont pas encore et donc on prend avec des pincettes tous les sondages. Puis il y a eu la primaire populaire on prend avec pincettes les sondages parce que ce que je ressens du terrain, c'est que beaucoup de gens sont en colère là et que beaucoup de gens ont décidé de jeter leur carte d'électeur, notamment à gauche et dans l'écologie, en disant mais on ne veut pas de ce spectacle. Et je pense que ça va changer. C'est-à-dire qu'au fil de ce dernier mois, on va quand même faire la distinction entre les candidats et on va voir que certains portent des choses et d'autres pas. On en a déjà vu quelques exemples là dans ce que vous dites sur l'ISF climatique par exemple. Donc à ce moment-là, je pense qu'il pourra y avoir une forme de mobilisation. Mais je comprends le désarroi de l'électorat de gauche et écologiste. La seule chose que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on a 5 ans pour agir. Donc oui, la situation est un peu désespérante d'un certain point de vue, mais venez et ayez confiance quand même dans les écologistes pour mener la bifurcation dont on a besoin. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on a toujours porté, c'est ce sur quoi nous nous sommes construits. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une... Vous savez, la sociologie du mouvement écologiste, parce qu'on critique beaucoup les écologistes et les militants écologistes en disant « ouais, mais on les comprend pas, ils disent ça, ils font ça ». Mais en fait, la sociologie du mouvement écologiste, c'est beaucoup de lanceurs d'alerte, beaucoup de gens qui se sont mobilisés personnellement, y compris des fois en mettant même leur propre maison dans la balance et en hypothéquant la maison pour mener des combats écologiques. Donc je veux dire, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que nous tiendrons ces combats écologiques et que là nous avons 5 ans pour le faire et que ces combats écologiques sont associés à une justice sociale et ça je peux vous dire que j'y veillerai personnellement extrêmement fort. La bataille ne fait que commencer. Oui. Ça. Merci d'avoir été avec nous. Sandrine Rousseau, donc présidente du conseil politique de Yannick Jadot, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Thank you.